Si je devais me risquer à une classification un petit peu débile, parmi les rôlistes, il y a un peu deux profils. Bon, il y en a beaucoup plus en réalité, mais il y en a toute une partie qui viennent pour tester des expériences différentes. Souvent, je le vois par exemple sur le Discord Le Bon MJ ou ailleurs, bien évidemment, il y a des gens en fait, ils testent plein de jeux différents, ils se recommandent plein de jeux différents. Peut-être parfois même sont-ils plus souvent joueurs que l'autre catégorie et vont plutôt voilà, avoir tendance à essayer de s'orienter les uns les autres vers des jeux avec des expériences spécifiques, lui dire ah tu devrais vraiment tester ça, la partie était vraiment très très cool, et puis l'autre il va lui dire mais non, le dernier jeu super cool c'est celui-ci, etc. Il y en a des comme ça, et puis il y en a une autre catégorie qui sont souvent plus MJ, je pense, voilà, au pifomètre, qui dans le jeu de rôle trouve aussi énormément de plaisir au fait de créer quelque chose. En fait le jeu de rôle il a un peu cette spécificité selon moi d'être un médium en fait où on peut assez vite s'en emparer et s'amuser à faire des choses sans nécessairement devoir aller chercher à chaque fois un nouveau jeu, un truc différent, etc. On peut vraiment beaucoup renouveler notre expérience de jeu de rôle avec nos propres inspirations, créer des trucs, s'amuser à un petit peu de game design amateur, d'écriture amateur, etc. Créer ses propres trucs. Personnellement, je me mettrais plutôt dans cette deuxième catégorie. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans l'esprit du mouvement OSR, qui n'est pas le monopole du mouvement OSR, mais il y a un truc un peu philosophique derrière ça. C'est l'idée que finalement, avec un alphabet commun, un langage commun, on peut aller puiser en plein de jeux différents et qu'à chaque table, chacun va avoir un peu son jeu un petit peu différent. Évidemment, ces deux catégories sont un petit peu grossières et évidemment qu'elles se croisent et ne s'opposent pas. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler de game design amateur. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la chaîne très brièvement. Et puis, on va faire une première vidéo qui va rejoindre une playlist dont je n'ai pas du tout réfléchi à la fréquence, etc. Mais une playlist quand même, une playlist que j'appellerais très certainement Game Design. En fait, depuis un an, je fais de moins en moins de trucs, on va dire, en format tutoriel. Il y a aussi moins de tables rondes. J'ai vraiment essayé beaucoup de formats sur la chaîne. À chaque fois, j'essaye, tant bien que mal, de mettre les vidéos dans des catégories pour qu'on puisse s'y retrouver, mais je me rends compte que c'est un peu compliqué, parce que ce que je vous partage, c'est pas vraiment... j'essaye pas de sortir un top 5 là toutes les semaines, ou je sais pas quoi, de top 5 nouveaux trucs que j'ai découvert sur le jeu de rôle, oulala. J'essaye de vous partager en fait ce qui fait le sel du jeu de rôle pour moi, c'est-à-dire le processus créatif. Quand il y a une nouvelle campagne, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans cette nouvelle campagne? Quand il y a un nouveau jeu, on essaie de le décrypter. Et ce processus, pour moi, il a un peu des petits enchaînements, vous voyez. Il y a des moments où on va dire il est stable comme ça, on est un peu stable, on est dans une période d'ordre. Vous voyez, c'est l'ordre et le chaos. Des fois, vous êtes d'alignement loyal, c'est-à-dire que en ce moment, vous jouez un truc, ça roule bien, et finalement, on est comme ça, comme une sorte de ligne un petit peu agréable, confortable. Vous avez une ou deux campagnes en cours, vous jouez à un jeu, vous prenez beaucoup de plaisir avec ce jeu, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc., etc. Vient un moment où, alors je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais quand vous aimez bien créer des trucs et tout, il y a des périodes de chaos, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous commencez à avoir plein d'idées, vous vous remettez à regarder plein de trucs à droite à gauche, vous essayez de refaire le tri là-dedans, et vous la donnez à plein d'expérimentations différentes. Et en fait, la chaîne, des fois, elle a un peu un truc comme ça, je pense. Genre, par exemple, il y a des périodes comme la période actuelle où je vais balancer 1 milliard de vidéos différentes parce qu'on est un peu dans une période chaotique. Je vous fais une sorte d'effet d'annonce sur un truc, finalement je l'abandonne, hop, je fais un autre truc, etc. Et en fait, je pense que c'est le reflet un petit peu de ce qu'est pour moi le jeu de rôle, quoi. C'est ça qui rend le truc passionnant. Mais par contre, ça rend un petit peu difficile la classification des vidéos. Donc les trucs que j'ai réussi à un peu stabiliser, c'est essayer de vous faire suivre une campagne que je joue, la Shadow March à chaque fois, et essayer de vous partager une fois par mois une sorte de journal de bord pour essayer de justement partager un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'aborde ce nouveau mois. Donc il y a un petit peu un côté journal de bord comme ça. Et voilà, je me rends compte que c'est pas évident de partager sa passion de manière très très efficace, à moins justement de faire un truc très standardisé, j'ai envie de dire. Donc j'essaie de standardiser un peu ça avec le Ancré Pixel que je vous ai proposé récemment. Il y en aura d'autres. J'essaie plutôt de faire un truc de découverte de quelque chose de nouveau. Donc c'est pas vraiment une review ni une critique, mais c'est vous montrer des lectures du moment. Peut-être que ça ira sur autre chose que du jeu de rôle, tout ça. Je pense que c'est assez large pour foutre pas mal de trucs dedans. Il y a la Shadow March, il y a le journal de bord. Je vais essayer maintenant aussi de faire un truc qui s'appellera, je sais pas, game design, du coup, comme on disait, où peut-être je mettrai tout ce qui est préparation et aussi toutes les réflexions que je peux avoir sur mon système, sur ma manière de préparer, au-delà de la préparation d'une session en tant que telle. Et par exemple, les préparations
et les changements de la Shadow March pour un peu plus les séparer, on va dire, du récit de la Shadow March. Alors, ça veut pas dire que je ferai pas... Lorsque je vous raconte la Shadow March, le but c'est de vous raconter ce qui s'est passé pendant la session et les réflexions que j'ai eues et tout. Donc ce sera toujours probablement un petit peu un mix. Mais dans Game Design, peut-être qu'on pourra aller plus dans la réflexion. Et aussi dans les modifications que je peux faire dans les PDF, des règles auxquelles je réfléchis, tout ça. Voilà. Et on va inaugurer en vous montrant les modifications que j'ai faites un petit peu à mon document de Shadow March 3, avec toutes les fautes, etc. Possibles, suite au changement de fusil d'épaule, El Famoso. Donc voilà, le nouveau document a pas mal changé. Hop là. Donc Shadow March 3, ça a pas trop changé, ça a pas trop changé, si vous avez vu les épisodes précédents. J'ai ajouté un nouveau truc. Comme on est sur un jeu qui se base sur la mémoire, et sur le fait que les joueurs aient oublié leur passé, etc., je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit truc à faire dans Shadow Dark, en fait, au niveau pair. Vous n'avez pas forcément énormément de trucs qui changent pour votre personnage. Lorsque vous atteignez un niveau pair, éventuellement, il y a certaines classes, par exemple, comme le guerrier, qui vont voir leur weapon mastery s'améliorer, le voleur, son backstab va s'améliorer. Il y a des trucs qui s'améliorent au montée de niveau pair. Mais j'avais envie de mettre un truc un petit peu plus funky, avec un peu plus de choix aussi, parce que finalement, dans Shadow Dark, dans les montées en niveau, c'est du hasard, l'évolution du personnage, ce que j'aime beaucoup, au demeurant. Mais je me suis dit qu'on pourrait mettre un petit peu de choix, et sans en faire un truc trop complexe, en disant qu'à chaque niveau pair, maintenant, le personnage pourra acquérir un nouveau background. Et ça colle parfaitement avec le thème sur la mémoire, je pense. Parce que, vu qu'ils ont eu des vies passées, nos personnages, mais qui se réveillent amnésiques, eh ben, ils pourraient très bien avoir des sortes de réminiscences et récupérer une expertise passée. Sachant que le background, dans Shadow Dark, c'est une mécanique soft. C'est-à-dire que ça n'a pas un impact direct. C'est pas nécessairement vous avez un avantage à tous vos jets de dés pour faire un truc, ni un bonus pour faire X ou Y. Mais juste, il y a moyen de négocier un peu plus pour baisser la difficulté, obtenir l'avantage, etc. Ça devient... voilà, c'est une mécanique un petit peu soft, elle n'est pas hard-codée. Et ça voudrait dire, du coup, que quand potentiellement on arrive niveau 10, ce qui n'arrivera peut-être même pas dans la Shadow March 3, qu'on se le dise bien, vous aurez 5 backgrounds, mais bon, voilà, vous êtes super fort donc au niveau 10, donc pourquoi pas. Donc vous pouvez dire que vous avez été pirate, alchimiste et plein de trucs, vous allez pouvoir le prendre dans votre background. Je me suis dit, au début j'avais hésité, pour être tout à fait honnête, avec le fait de dire que par exemple, à chaque niveau pair, on peut aller prendre une capacité dans une autre classe. Mais je me dis que ça peut très vite faire une inflation mécanique, créer beaucoup plus de déséquilibre. Évidemment, je vais pas me limiter pour ce qui va être des objets magiques, des trucs qui pourraient être gagnés, surtout que j'ai une mécanique de corruption pour le contrebalancer. Donc au fil de la campagne, il est possible que les joueurs débloquent vraiment des nouvelles capacités mécaniques en plus de celles de leur classe, mais j'avais pas envie d'en faire, on va dire, un truc standardisé, en fait. Et du coup, par conséquent, ce que j'ai fait, c'est que comme les personnages ont des problèmes de mémoire, eh bien, ils ne choisissent pas de background au niveau 1. Voilà, donc ils débloquent leur premier background au niveau 2. Qu'est-ce qui a changé d'autre? J'ai retiré la progression de Shadow Dark. Là, c'est parti. Je modifie Shadow Dark, c'est parti. Donc, on gagne plus de l'XP nécessairement avec le pognon, etc. Peut-être que le carousing, on verra. Mais comme en fait, j'ai retiré toutes les classes. On a 4 classes autorisées. Les 4 classes de base. Il n'y a pas le bard. Il n'y a pas de classe qui interagit avec la mécanique de carousing classique de Shadow Dark. Donc, j'ai retiré le carousing pour l'instant. Et j'ai décidé que les moyens de gagner de l'XP étaient assez différents, parce qu'en fait, on n'est plus en train nécessairement de jouer des aventuriers qui veulent récupérer de l'or, honnêtement, je pense, vu comment ça part cette campagne. Et donc, en fait, on va gagner 1 point d'XP. À la fin de la séance, on va se poser des questions un petit peu comme dans les jeux Free League, typiquement, ou dans les PBTA, et on va se demander, est-ce que j'ai découvert un souvenir ancien? A priori, dans toutes les séances, c'est faisable. Puisqu'il suffit pour un joueur d'évoquer un souvenir, etc., de créer un moment un petit peu basé sur une réminiscence du passé, et si j'ai fait ça, je gagne 1 point d'XP. Pareil, si je découvre un nouvel endroit, à chaque fois, ça se discute à la fin de la séance. Une fois de plus, c'est pas un truc hyper précis, c'est-à-dire que je pense que si on visite, on est resté dans le même donjon, on pourra estimer qu'on n'a pas visité un nouvel endroit, sauf si on est arrivé vraiment dans un nouveau niveau du donjon, vraiment une nouvelle zone du donjon, etc. Une petite rencontre aléatoire à la con, on pourra peut-être pas le considérer comme un nouvel endroit non plus, vous voyez. Mais bon, j'avais pas envie d'écrire un chapitre complet pour expliquer ce qu'est un nouvel endroit. Vous avez découvert un secret, donc un secret pour moi, ça peut être vraiment un mystère sur le setting, un truc vraiment qu'on savait pas. Peut-être même qui motivait certaines de nos actions, genre par exemple, il y a eu un meurtre, et on a résolu ce meurtre, etc. Ça donne 1 point d'XP. Vous avez mis en lumière un de vos thèmes de voyage, donc je rappelle, on peut inventer, d'ailleurs ici, il y a une petite coquille qui fait bien rire mes joueurs, et du coup, je pense que je vais la laisser.
Parce qu'à chaque fois que j'édite le document, bon déjà à chaque fois je remets plein de fautes partout et j'oublie d'enlever ce truc. Mais du coup, les joueurs peuvent inventer un ou deux thèmes de voyage pour leur personnage qui permettent de guider un petit peu leurs actions. Et quand ils jouent ces thèmes, eh ben, ils peuvent gagner de 1 à 2 points d'XP s'ils ont mis en lumière ces deux thèmes. C'est un ou deux thèmes pendant la séance. Ensuite, vous avez triomphé de grands périls, bam, XP. Donc au total, au max, on gagne avec ce système 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'XP par séance si on essaie de respecter un petit peu cet agenda de joueurs. Finalement, c'est des trucs qui permettent de motiver une certaine manière de jouer. Évidemment, moi, je me réserve aussi le droit en tant que MJ à quelques endroits dans l'univers ou de leur donner de l'XP en plus, etc. Mais ça, c'est vraiment la guideline de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai complètement changé la corruption, je vous en avais déjà un peu parlé. J'ai simplifié. Donc, la corruption, maintenant, c'est le Doomdai du Black Sword Arc. Donc, le Doomdai, en gros, c'est un dé d'usage. J'ai appelé ça le dé d'éclat parce que finalement, le pouvoir qu'on utilise, c'est celui de l'éclat et c'est en l'utilisant trop qu'on risque la corruption. Donc, le dé s'appelle le dé d'éclat, pas le dé de corruption. C'est un dé 6. À chaque fois qu'on l'utilise, on peut faire une action supplémentaire, relancer un G ou forcer le MJ à relancer un G. Si on veut relancer un G qui était un échec critique, on doit jeter 2 fois le G d'éclat. On peut aussi s'en servir pour utiliser une capacité d'éclat, ce qui pour l'instant n'est pas défini, mais je pense mettre des capacités d'éclat, débloquer des trucs comme ça dans l'univers, ça peut être très sympa. Donc évidemment, le dé rétrograde quand on fait un 1 ou un 2, et quand on fait un 1 ou un 2 alors qu'il était au D4, il arrive à 0, on ne peut plus se servir du dé, et puis on note une marque d'éclat. Quand on a 3 marques d'éclat, on avance sur le chemin de la corruption. Le chemin de la corruption, il est en 4 étapes. Étape 0, donc on n'est pas encore affecté par la corruption. Une fois qu'on a accumulé 3 marques, paf, on passe à l'étape 1 du chemin de la corruption. Le personnage est subtilement affecté par la corruption. On réaccumule 3 nouvelles marques. Très bien. On passe à gravement affecté par la corruption. On réaccumule 3 nouvelles marques. Eh bien, dans ce cas, on est totalement corrompu. Donc en fait, ça n'a pas d'effet dur en mécanique. Ce que ça signifie pour le personnage, cette corruption, est décidée en jeu en suivant les étapes là, qui avancent. Les effets sont principalement narratifs, mais peuvent être traduits par des mécaniques sur lesquelles le démiurge et le joueur se mettront d'accord. Donc bon, ça fait plusieurs vidéos que je le dis. Je ne voulais pas que la corruption soit un truc pénalisant qu'on n'a pas envie de faire. C'est plutôt une manière d'explorer le personnage. Jouer sans, bah, ça risque de nous affaiblir, hein, on va être moins fort que les autres. Jouer avec risque de nous amener à l'étape où notre personnage est totalement corrompu. Sachant aussi que la corruption, du coup, avec ce système, ne donne pas d'avantage sur le long terme non plus. C'est-à-dire que utiliser beaucoup la corruption, c'est le risque de se retrouver plus vite proche de l'étape 3 et au bout d'un moment de ne plus pouvoir vraiment s'en servir. Et ça ne donne pas, comme on le disait, d'avantage sur le long terme. Donc avancer à travers les étapes, ce n'est que défavorable. Même si c'est pas mécaniquement coûteux, ça ne donne pas des handicaps, des mutations, etc. Ça veut quand même dire que de moins en moins on pourra s'en servir, à moins qu'on veuille que notre personnage disparaisse dans les flammes de la corruption, ce qui est ultra stylé. Bref, je me réserve bien sûr le droit de continuer à modifier ça plus tard, parce que si je vous parle un petit peu de ce côté game design, que j'en fais quelque chose qui n'est pas seulement la Shadow March, c'est parce qu'en fait, j'ai le sentiment là, avec cette manière de l'agencement que je commence à faire de ce document, toutes les réflexions, les retournements de situation, etc., dans ma manière de préparer la Shadow March, que je tends vers un jeu auquel j'ai souvent essayé de jouer, mais je ne l'ai pas vraiment touché. Là, en me disant, bon, je vais partir de Shadow Dark, je vais arrêter d'essayer de changer de système, vous voyez. On en revient aux deux profils un petit peu de rôliste dont je parlais au début. Moi, j'ai toujours eu envie de créer quelque chose. Il y a toujours eu une sorte de campagne que j'essayais de faire, l'idée de corruption, tout ça, ça m'a toujours suivi. Et la plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je cherchais des systèmes pour faire quelque chose finalement qui, j'ai l'impression, est un peu à l'intérieur de moi, alors qui évolue parce que mes inspirations changent tout. Enfin, je continue de découvrir des choses. Mais voilà, petit à petit, j'essaye de créer un truc. Et je pense que le document que je suis en train de faire pourrait m'aider à jouer plusieurs campagnes, voire s'étoffer pour faire un petit truc que je pourrais essayer de vous partager, quoi. Il faudrait corriger toutes les fautes et tout, mais bref. Revenons-en à nos moutons. Donc ça, c'était la corruption. Donc du coup, les états, ça n'a pas vraiment changé, sauf que avant, on avait des points de corruption. Là, on n'a plus des points de corruption, on a un dé de corruption. Donc en fait, il remonte petit à petit au fil du temps quand on se sert pas de la corruption. Mais on garde l'état désespéré, etc., dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, l'état épuisé, tout ça, ça reste à peu près la même chose. Sachant que l'état désespéré, du coup, je l'ai un petit peu modifié aussi. En fait, la récupération, je l'ai un petit peu modifié. Les points de vie, en gros, les points de vie. Le porteur d'éclat récupère la moitié de ses points de vie, arrondis à l'inférieur, après une nuit de sommeil non interrompue. Peu importe les conditions de ce sommeil, il faut juste qu'il ne soit pas interrompu. Il récupère tous ses points de vie après une journée de repos complète dans un endroit paisible. Ça va plus loin que non interrompu. C'est-à-dire que vraiment pour dormir, il faut dormir sur ses deux oreilles, on va dire. L'épuisement, qui empêche de récupérer naturellement des points de vie, là il faut se reposer dans un endroit confortable. C'est plus que paisible. Enfin, j'aurais dû dire paisible et confortable, mais on va dire que c'est un peu différent niveau. Donc voilà. Pour récupérer du désespoir. Le désespoir,
c'est ce qui empêche de régénérer son dé d'éclat. Il faut que le porteur rencontre une merveille du Nouveau Monde, parce qu'on a vraiment maintenant un thème que j'aime beaucoup et qui m'est très cher et que j'essaie de mettre dans beaucoup de mes campagnes, qui est l'opposition entre le Nouveau Monde et l'Ancien. Et là, pour le coup, avec le truc de mémoire, etc., ça colle vraiment bien. Je suis content. En termes de world building, en plus, au-delà d'avoir envie de jouer ces concepts, j'ai réussi à l'implémenter dans le world building. Et donc, je peux vraiment commencer à mettre un peu, entre guillemets, des termes techniques que j'essaye d'affiner autour de ça. Et donc, on va avoir rencontrer une merveille du Nouveau Monde, c'est-à-dire un truc vraiment particulier de la région qu'on est en train d'explorer, du chapitre qu'on est en train d'explorer. On y vient après au chapitre. Ça, c'est un moyen de perdre du désespoir. Donc thématiquement, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on peut se dire, ce nouveau monde là qu'on est en train de découvrir, c'est horrible, quoi. Moi, j'ai perdu le monde que j'ai connu, je désespère, mais en fait, il y a quand même des choses merveilleuses dans ce nouveau monde, et boum, je récupère de mon désespoir. Et c'est la même chose pour la mémoire, un lieu de mémoire paisible. Ça, je sais pas encore trop comment le définir. Je pense que ce sera une rencontre aléatoire. Par exemple, il y a une rencontre aléatoire, moi je jette un D6, je fais 6, ah ok, donc c'est un lieu de mémoire paisible, la rencontre. Et donc là, je vais proposer aux joueurs, et on va en narration partagée, créer un endroit qui va amener un souvenir vraiment doux, vraiment particulier, qui va aussi redonner de l'espoir. Donc le joueur peut retrouver de l'espoir dans son voyage en avançant, mais aussi en se remémorant des belles choses. Mais c'est conditionné par le hasard. C'est pas à volonté que le joueur peut dire « Et là, j'ai un super bon souvenir de la fois où j'ai trouvé tous les œufs à Pâques. » Et je suis plus désespéré. Non, c'est pas ça. Donc voilà un petit peu. Maintenant, j'ai essayé de créer des guidelines pour le jeu. Donc c'est autant une manière de me parler à moi-même que de vous proposer, si vous avez envie d'expérimenter ces trucs, de les retrouver facilement à travers le PDF plutôt que dans les vidéos, si c'est des thèmes qui vous parlent à vous aussi. Peut-être que ça peut vous inspirer. Donc je l'ai écrit au vouvoiement, mais c'est presque un truc pour me rappeler moi aussi où j'en suis dans la campagne. Parce que à force d'évoluer et de le faire surtout en vidéo et aussi d'écrire sur des trucs que j'efface, que je supprime, ça provoque encore plus de chaos dans le processus créatif. Donc, le jeu se découpe en chapitres. Ce découpage permet de rendre les chapitres indépendants et de renouveler l'expérience lorsqu'on passe de l'un à l'autre. Chaque chapitre est défini par des thèmes de départ connus de tous les joueurs. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue puisque je voulais mettre plus de narration partagée, mais que je voulais pas que ça parte dans tous les sens et que ce soit du grand n'importe quoi. Pour qu'un chapitre, on se dise on ait des guidelines, en fait, eh bien, on va définir les thèmes du chapitre. Donc les thèmes sont une base commune pour le partage narratif, voire page suivante. Les thèmes sont là pour permettre à chaque chapitre d'avoir une ambiance différente aussi. Il peut s'agir de choses très concrètes comme de choses plus abstraites. Exemple, là j'ai mis une liste de trucs qui me venaient à l'esprit. Donc par exemple, ruée vers l'or, du vieux avec du neuf, solitude, course contre la montre, mémoire de guerre, technomagie, renaissance après la chute, trahison et rédemption, le bien et le mal, ça peut vraiment être n'importe quoi, 20 000 lieues sous la terre, amour interdit, transhumance. Voilà. On pose des mots comme ça qui peuvent nous évoquer à chacun des trucs dans le groupe et jouer avec ces mots. Alors, jouer avec ces mots. Façon de parler. Le but, c'est pas de détourner le sens de ces thèmes, c'est de l'interpréter le sens. C'est pas de faire des jeux de mots. Sinon, justement, on risque de partir en couille et ça risque de devenir juste une grosse blague. Bon, après, on peut mettre comme thème drôle. Comme ça, c'est parti. Mais voilà, ça, c'est avoir une sorte de point de chute un petit peu qu'on a toujours affiché quelque part sur la table quand on est en train de jouer, nous permet d'aller puiser là-dedans. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller puiser dans d'autres trucs et tout, mais idéalement, c'est ça notre centre de gravité. Tourner la page. Donc tourner la page, c'est passer d'un chapitre à un autre. Donc au cours d'un chapitre, différents lieux vont être explorés, des conflits vont émerger, des personnages vont évoluer, etc., etc. Quand les joueurs, donc les joueurs, MJ compris, estiment qu'ils arrivent au bout du chapitre et qu'il est temps d'en entamer un nouveau, le démiurge, donc le MJ, cesse d'ouvrir de nouvelles intrigues et on continue à jouer jusqu'à tourner la page. Donc ça, c'est d'inspiration d'un jeu dont je vous parlerai bientôt dans Encre Pixel, qui est vraiment cool, que j'ai découvert dans mes pérégrinations, alors que je cherchais des jeux de rôle qui s'appuient sur un support visuel. Je suis tombé là-dessus et ça collait hyper bien. Je crois que j'ai cherché aussi des jeux de rôle justement qui jouent sur le thème de la mémoire. Et je suis tombé sur un jeu qui s'appelle City of Winter que je vais tester ce week-end. Bref, on en reparlera. Lorsqu'on tourne la page, on décide de nouveaux thèmes, les thèmes du nouveau chapitre, et on entame ce nouveau chapitre dans un nouvel endroit. La mémoire des porteurs d'éclat leur jouant des tours. Il est tout à fait possible à ce moment-là qu'un joueur décide de poser un voile sur une partie des événements qui se sont passés, comme si on les avait un peu oubliés, le groupe les avait un peu oubliés. Ça va lui permettre de faire potentiellement un soft reset d'un truc qu'il n'a pas vraiment envie de retrouver au prochain chapitre. Par exemple, je sais pas, des fois il y a un joueur, j'en sais rien, la personnalité de son personnage, au bout d'un moment il se rend compte qu'il fait chier le groupe, etc. J'en sais rien. Ou alors il se dit, oh mon personnage, il était amoureux d'un PNJ, j'ai envie qu'il soit plus amoureux de ce PNJ pour ce chapitre. Peut-être que ça reviendra, on verra. J'en sais rien.
eh bien, il peut décider de l'effacer, ça. Il peut même décider de changer de personnage de manière assez confortable lors de ce changement de chapitre sans mettre en péril tout ce qu'on est en train de faire, quoi. J'ai aussi mis une petite note rigolote. S'il retrouve son vrai nom, un porteur d'éclat peut abandonner son éclat et son immortalité. Donc ça, c'est un moyen de dire à un moment donné qu'on veut écrire le dernier chapitre de notre porteur d'éclat. Il ne sera plus immortel et il va retourner, entre guillemets, à la vie civile et peut-être mourir de sa belle mort. Ensuite, ici, c'est d'autres conseils. Avant, c'était vraiment plus un truc de manière de jouer, on va dire. Là, c'est plus un conseil thématique. Donc, on a 1000 mondes. Chaque chapitre permet de visiter une province différente. Donc, j'ai dit province pour rappeler qu'avant, c'était le monde entier était sous la gouverne d'un même empire, l'Empire du Phénix. Tout est bon pour s'inspirer, bestiaire de jeux de rôle, films et lectures, jeux vidéo, blablabla. 1000 vies. Donc là, j'explique un petit peu la narration partagée pour les joueurs. Les porteurs d'éclat ont vécu des milliers d'années et sont invités à donner de la couleur au lieu qu'ils visitent à travers des réminiscences du passé. Il peut s'agir d'une impression de déjà-vu, de souvenir d'une courte scène vécue, d'une émotion qui l'envahit soudain, d'une sensation. Le porteur d'éclat n'a jamais la certitude que ses souvenirs sont précis ou déformés, voire que ce sont les siens. C'est pour ça que j'ai remis la définition de réminiscence quelque part. Réminiscence, retour à l'esprit d'un souvenir non identifié comme tel. 1000 époques. Ère primitive, âge d'or, empire effondré, croisade cosmique, l'empire du Phénix ne s'est pas bâti en un jour. Depuis sa chute, des milliers d'autres royaumes lui ont succédé. Donc on a vraiment une énorme réserve potentielle de souvenirs qui sont passés avant que les PJ soient cryogénisés, énormément de choses qui se sont passées entre la cryogénisation des PJ et leur réveil. Donc ça, c'est vraiment pour dire qu'on peut aller puiser dans n'importe quoi. Des divinités sont nées, disparues, la réalité elle-même a été fracturée plus d'une fois. L'impératrice a disparu avec une faute. L'espace et le temps sont en proie au chaos. Donc on va pouvoir faire du gonzo. J'ai aussi mis une petite note thématique globale. Partout où on retrouve des traces de l'Empire, même ceux qui ne l'ont pas connu, éprouvent une certaine nostalgie, voire une fascination. Préparation et improvisation. Donc là, c'est vraiment des conseils. En démarrant un chapitre, prévoyez une carte avec quelques détails évocateurs. Donc ça aussi, c'est devenu encore plus évident pour moi que c'était comme ça que j'avais envie de jouer avec City of Winter. C'est un peu ce que j'allais faire, mais vraiment, j'ai découvert City of Winter hier soir et je trouvais ça vraiment excellent comme structure. Donc là, pour le premier acte, j'avais déjà mis une carte. J'ai pas envie de tout changer, encore une fois. Donc je vais garder la carte que j'avais déjà mise. Mais pour de potentiels futurs chapitres de cette campagne ou même futures campagnes sur dans le même esprit, je pense carrément créer des maps un peu à la en terre sauvage, à la Dungeon World, où en fait on va poser des landmarks, éventuellement poser même des phrases, des rumeurs sur la carte avant de commencer à jouer, soit moi parce que j'ai une idée assez précise en tête, soit avec les joueurs parce qu'on fait un peu de world building collaboratif pour le chapitre qu'on va entamer. Et ensuite, on découvre on a juste ça comme référentiel, comme référence commune, et on commence à explorer en impro. Donc il y a un peu une idée comme ça. On définit évidemment les thèmes du chapitre, au début du chapitre. On rassemble des inspirations liées à ces thèmes et des oracles, donc ça c'est plutôt pour le MJ pour le coup. On croise les résultats des oracles, donc des tables aléatoires dont on va se servir, etc., et des thèmes qu'on a déterminés en amont pour le chapitre pour peindre le monde que les porteurs explorent. Conseil pour les porteurs d'éclat, donc les joueurs, reposez-vous sur les thèmes du chapitre pour projeter votre vision personnelle sur le monde à travers les réminiscences de votre personnage. Donc ce n'est pas du world building collaboratif à proprement parler, puisque les joueurs ne créent pas des choses nécessairement qu'ils rencontrent. Alors bien sûr, le MJ peut les inviter comme dans n'importe quelle partie de jeu de rôle, mais le parti pris de base, on va dire la mécanique qui peut être utilisé relativement très librement par les joueurs, s'appuie sur des souvenirs, des réminiscences, des sensations. Ce n'est pas j'arrive dans une ville, je dis et là en fait il y a une tour et dans cette tour eh bien je sais qu'il y a un magicien et je vais le voir et il me dit ah bienvenue, prends ces 3 artefacts. C'est pas ça l'idée. Puisqu'on veut aussi jouer l'exploration et éventuellement aussi des défis, quoi. Donc, on veut pas avoir le contrôle sur tout, on veut pouvoir perdre aussi. On n'est pas que là pour raconter une histoire. J'essaye de voilà, je joue un petit peu sur 2 tableaux ici. Donc, ensuite, on a votre personnage est une coquille vide que vous allez remplir et vider au fil des chapitres. Faites le deuil de votre ancienne vie et utilisez les thèmes de voyage pour guider vos premiers pas. Donc ça, c'est vraiment l'idée, d'utiliser les thèmes de voyage qui sont ici pour aider le joueur à jouer alors que son personnage n'a pas de background au départ et n'a aucun souvenir, ce qui peut être un peu perturbant. Mais avec ces thèmes, il y a des impulsions qui vont l'aider à avancer, même au début de la campagne où il n'a pas du tout de mémoire, ou s'il décide de resetter un petit peu son personnage et qu'il y a des problèmes de mémoire, il peut reprendre des thèmes pour commencer à recombler les vides de son personnage. Donc on va vraiment pouvoir jouer un personnage qui évolue, et qu'on va pouvoir changer un petit peu au fur et à mesure, mais tout en essayant de garder une certaine cohérence, parce qu'on doit jouer les thèmes qu'on a choisis, etc. Enfin, vous voyez, au bout d'un moment, c'est du bon sens. Une fois qu'on a bien à l'esprit le thème de la campagne, je pense que ça devrait pas être du grand n'importe quoi. Le but n'est pas de juste dire le personnage, c'est un personnage
de jeux vidéo, on fait n'importe quoi avec. C'est pour jouer les thèmes de la mémoire, du deuil et de l'évolution et de la psyché qu'on fait ça. Donc, ensuite, on a un conseil pour le démiurge, bien sûr. Reposez-vous justement sur les réminiscences des porteurs d'éclat, donc les idées qu'ils donnent, pour colorer les lieux et personnages qu'ils rencontrent. Et enfin, j'ai remis un petit peu l'introduction que j'avais lue à mes joueurs dans la session 2 à l'arrière, pour qu'on l'ait toujours en référence au cas où. Et puis j'ai mis un petit truc à la con, genre des petites guidelines là. Parcourez 2 mondes qui se superposent, l'ancien et le nouveau. Peignez l'ancien avec vos souvenirs, affrontez le nouveau avec vos compagnons. Faites preuve de poésie et de courage, écrivez votre histoire par le verbe et par les dés. C'est beau, non ? Donc voilà, donc là je m'arrête à ça pour le moment, mais je pense qu'il y aura des modifications encore. Mais je pense pas, honnêtement, là je suis beaucoup plus serein qu'au début de la campagne. Je ne pense pas refaire de modifications mécaniques, de trucs que les personnages vont devoir réapprendre, qui vont venir changer à chaque fois la campagne en cours, genre ah non en fait, au lieu de jeter 2 dés de vie, tu devais en jeter 3. Non, ce sera plus ça. Là je pense qu'on a la base mécanique est bonne. Maintenant, peut-être que j'ajouterai des pages, par exemple, sur comment exploiter ces concepts. En fait, j'ai envie de poser sur le papier en fait toutes ces idées que j'ai dans la tête là de mémoire, etc. Comment est-ce qu'on des idées en fait pour le MJ ou pour les joueurs pour pouvoir exploiter ces thèmes en fait que j'ai envie de mettre en avant dans ce document de référence de campagne qui petit à petit en fait devient un petit peu un jeu. Alors pas un jeu à proprement parler parce que pour justement faire simple, j'ai pris mon système de prédilection Shadowlark plutôt que de courir après la bête sacrée, là, le soi-disant jeu qui aurait été créé pour moi par quelqu'un d'autre qui me connaît pas. Moi, Shadowlark, honnêtement, ça remplit quasiment tout ce que j'aime bien. Il y a quelques trucs que je devrais modifier si je veux jouer vraiment ce que moi je veux. Si un jour je me dis, pour avancer toujours plus loin dans cette idée, je veux créer un système complètement, peut-être le ferai-je, mais moi mon but premier ça reste de jouer, de créer ce que j'ai envie de jouer en fait. Donc voilà, je pense que s'il y a des choses qui viennent compléter ce truc, ce sera plutôt par exemple une page sur les éclats. Parce que les joueurs là dans la campagne qu'on joue, le parti pris c'est qu'ils étaient dans des capsules de cryogénisation. Et donc ça c'est le destin qui a été réservé à certains porteurs d'éclats. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les porteurs d'éclats qui n'ont pas été cryogénisés ? Qu'est-ce qui s'est passé pour les porteurs d'éclats qui se sont réveillés avant, pour ceux qui se réveilleront plus tard, etc. J'aimerais bien, au fur et à mesure, lister mes idées de tropes pour exploiter en fait cette base. C'est pareil, genre mieux définir certains thèmes qui me viennent à l'esprit. Définir par exemple, écrire des exemples de régions. Écrire au fur et à mesure que je prépare la campagne, la méthode que j'utilise pour préparer cette campagne, essayer de la formaliser pour pouvoir vous la partager et moi-même pouvoir la retrouver. Donc voilà, j'ai terminé pour cette première vidéo game design. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ.